temps officiel est 10h30. OK. Merci, Gabriel. Gabriel. Mais je pense que d'ailleurs, ça commence. Ouais, bon, donc il est 10h30. On va commencer. Alors, bonjour à vous qui nous regardez. On ne vous voit pas. Mais bienvenue à cette formation Contrôle F dans les faits. C'est une formation où on va vous présenter quelques techniques qui aideront vos élèves à bien vérifier les informations en ligne. Donc, on va parler un peu de fake news, en guillemets, de désinformation et des enjeux un peu liés à tout ça. Alors, on pourrait peut-être commencer, Camille, avec le slide. Donc, moi, je m'appelle Dana, donc je suis la directrice de Civics Québec et ma collègue Camille, ici, va m'aider à présenter donc toutes nos ressources et les techniques qu'on utilise. On va vous montrer des exemples aussi. Normalement, dans cet atelier, on vous fait pratiquer avec des exemples pour rendre ça un peu plus dynamique. Mais bon, vu que c'est pas exactement le même format cette fois-ci, on va vous les présenter simplement et on va vous demander de peut-être des questions. Vous pouvez répondre soit dans le chat, soit je crois que vous pouvez aussi parler si vous voyez un petit bouton qui vous laisse partager votre micro ou votre caméra. Mais sinon, dans le chat, ça va être bien correct. Et voilà, donc, et aussi, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la formation, aussi dans le chat. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de revenir, d'expliquer quelques trucs que peut-être on passe un peu trop rapidement dans cet atelier. Donc, pour commencer rapidement. Tu veux passer au slide suivant, Dana? Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème de connexion, mais est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire si vous m'entendez actuellement ou si c'est Dana qui est freeze? Parce que moi, j'entends plus rien. Ok. Bon, je vais prendre le relais en attendant que Dana revienne. Donc, en fait, nous, on va parler de pollution informationnelle. On essaye de ne pas trop utiliser le terme de fake news ou fausse nouvelle parce que c'est un terme qui a vraiment été beaucoup utilisé pour regrouper un paquet de choses et parfois même les choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Donc souvent, ça a été utilisé pour accuser les autres de nous tromper, mais en fait, c'était parfois seulement lorsqu'on n'était pas d'accord. On peut prendre par exemple l'exemple de l'ancien président des États-Unis qui a appelé beaucoup de choses fake news juste quand ça ne lui convenait pas. Donc c'est pour ça qu'on va parler de pollution informationnelle et des termes aussi un peu plus précis que je vous définirai ensuite. La pollution informationnelle, c'est vraiment juste l'idée, le concept que sur Internet, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses très intéressantes, il y a une démocratisation de l'information, il y a un accès à énormément de ressources et de connaissances, mais il y a aussi tout un tas de fausses informations, de nouvelles qui pourraient être trompeuses, qui pourraient nous induire en erreur. Et c'est un petit peu difficile de départager le vrai du faux en ligne. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec vous. Donc, les termes qu'on utilise plus précisément, je pense qu'il y a... Je vais masquer ça pour que vous puissiez bien voir la formation. Voilà. Donc, la désinformation, ça va être vraiment les informations qui sont fausses et qui sont partagées dans le but de nous causer du tort délibérément et de tromper le public. En fait, donc ça, c'est vraiment quand quelqu'un construit une nouvelle en sachant qu'elle est fausse et la partage intentionnellement en ligne. La différence avec la mésinformation, c'est vraiment l'intention qui est derrière. La mésinformation, c'est les informations fausses qui sont partagées par mégarde. En fait, c'est des personnes qui adhèrent vraiment à l'idée, qui y croient, mais qui pourtant le partagent quand même. Donc, par exemple, quand on va repartager un article sur les réseaux sociaux, on croit dur comme fer que c'est vrai, pourtant ça ne l'est pas. Là, on fait de la mésinformation. Donc, voilà les deux termes qu'on utilise en général pour définir les types d'informations trompeuses qu'on peut retrouver en ligne. Si vous avez des questions ou que vous voulez participer ou que vous voulez rebondir là-dessus, surtout n'hésitez pas. Sinon, je vais passer à la suite. Donc,
Pour répondre à ce problème qu'est la désinformation et la mésinformation, on a créé avec Civix le programme Contrôle F, dans le but en fait d'aider les enseignants à aborder et enseignantes à aborder en ligne ce sujet en classe, pardon, ce sujet de désinformation et de mésinformation, et en fait d'aider les jeunes à départager le vrai du faux en ligne, parce que c'est un problème. On sait que beaucoup de jeunes, et de moins jeunes aussi, de plus en plus de personnes moins jeunes, mais ça touche aussi beaucoup les jeunes, vont avoir tendance à se renseigner en ligne, ce qui est très bien. C'est pas du tout ça qu'on dénonce. C'est vraiment juste apprendre à bien le faire, à être sûr qu'on peut se fier aux informations qu'on consulte. Donc, on va faire un premier petit test, pas un petit test, en fait, un premier petit exemple, pour montrer à quel point, en fait, c'est difficile de départager le vrai du faux en ligne. Ah, coucou Dana. Bonjour, désolée, mon... Ah non, ça gèle à nouveau. Ok, je vais continuer jusqu'à ce qu'on entende à nouveau Dana. Donc, en fait, ce qu'on a ici... Ah, Dana, ça fonctionne? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'a pas entendu pendant un petit moment, ça avait de nouveau gelé, mais là, on Ah, bon. t'entend. OK, bon. Mais Je suis contente juste pour que tu sois là. Ouais, j'ai déjà défini mes informations, désinformation, pollution Parfait. informationnelle. Et là, je viens d'arriver sur cette page. Et j'expliquais justement que cette page, c'est premier petit exercice. C'est vraiment juste pour illustrer à quel point ça peut être difficile d'aimer le vrai du faux en ligne. Donc là, on a deux médias différents. On a François et l'Indépendant. Donc c'est des médias européens que vous connaissez probablement pas. C'est fait exprès. Et l'idée, c'est vraiment de vous demander lequel des deux est le plus fiable, si l'un des deux est fiable ou aucun des deux. En fait, c'est vraiment, vous pouvez le dire dans le chat, ce qu'on aimerait juste savoir, c'est visuellement, qu'est-ce que ça vous dit? Genre, en ne quittant pas le slide, en faisant aucune recherche sur Internet, est-ce que François ou est-ce que l'Indépendant vous paraît fiable? Vous pouvez peut-être répondre dans le chat, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça. J'ai l'impression que Dana est à nouveau gelée. Oui, je crois que ça... J'ai quelques problèmes, mais je vois quand même. Ok, d'accord. Lisanne qui dit... donc, Lisanne qui dit, juste en voyant ces images, je trouve ça difficile à dire. Et oui, c'est juste, c'est justement le problème. C'est tout à fait difficile à dire à partir disons, du superficiel d'un site web, donc tous les éléments superficiels qu'on peut voir ici. Bon, Karine pense que les deux ont l'air peut-être fiables, mais c'est quand même difficile à dire, donc oui, aussi. Justement, donc, on s'entend pas à ce que, nécessairement, ce qu'il y ait des bonnes réponses. C'est plus pour vous faire juste réaliser que quand on arrive sur un site web qu'on ne connaît pas, donc, ou un média qu'on ne connaît pas en ligne, que si on reste sur la page, donc si on regarde attentivement le site web en question, il est presque impossible de dire si c'est un média qui est fiable, si ça vaut la peine de continuer à lire des articles sur ce média. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si ça vaut la peine de rester, si on reste sur ce nouveau média ou est-ce qu'on va chercher des informations sur une autre plateforme, en fait. L'annonce, donc, sur François pourrait être un indice. Donc, j'imagine qu'on... Je ne vois pas quelle annonce. Ou peut-être que vous voulez dire un des articles ou je ne vois pas exactement l'annonce. Mais bref, on va revenir sur ces deux médias plus vers la fin pour juste vous faire un peu le tour. Mais dans le coin... Bon, Camille, tu vois une annonce?
Mais je pense que c'est un des articles, en fait, sur les rhinocéros. Ah, ok. Mais peut-être qu'on voit pas très bien parce que ça doit être. Je pense que ça apparaît assez petit. Ok, oui. Non, je voulais pas faire ça, je voulais zoomer. Est-ce que je peux zoomer? Non, je peux pas zoomer. Ok. Mais en fait, c'est un article sur des rhinocéros, donc je pense que c'est pas une publicité. Mais en fait, oui, je suis vraiment désolée. J'aimerais ça que ça puisse être plus grand, mais là, c'est au maximum de mon écran. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, effectivement, comme disait Dana, en fait, c'est difficile à dire et vous avez tout à fait toute raison. En tout cas, merci d'avoir participé à l'exercice. Oui, merci. Merci à vous. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que sur les réseaux sociaux, souvent sur Facebook, on va voir des publications, peut-être des médias qu'on ne connaît pas, ou un ami, quelqu'un de notre famille va nous partager un article d'un média qu'on ne connaît pas nécessairement. On clique ou on lit le titre. Et bon, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est fiable? Est-ce qu'on peut se fier? Est-ce qu'on peut y croire? Alors, nous, ce qu'on propose à Civix, c'est une technique qui est utilisée par les vérificateurs des faits professionnels. C'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Le but, c'est de vous permettre et de permettre aux élèves, en quelques secondes, en quelques minutes, vraiment, de savoir si ce qu'on regarde devant nous, c'est assez fiable pour pouvoir y croire, partager, etc. Donc, est-ce qu'on continue à lire ce qu'on voit devant nous? Et donc, tout ça s'appelle la lecture latérale, que nous, on compare à la lecture verticale. Et ce que c'est finalement, c'est sur Internet, en fait, il ne faut pas rester sur la page, il ne faut pas essayer d'examiner les indices visuels comme, mettons, l'URL, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, est-ce que certains vont dire peut-être lire la page à propos, mais encore une fois, ça va être très problématique parce que on sait aujourd'hui que faire des sites web qui ont l'air professionnels, c'est très facile pour des personnes qui ont peut-être des mauvaises intentions. Et donc, si moi je crée un site web pour vous induire en erreur, je ne vais pas vous le dire dans le à propos. Je vais justement vous dire que c'est un site web fiable. Donc, il faut toujours juste faire attention si c'est un média qu'on ne connaît pas, si on reste sur cette page. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire la lecture latérale. Tout simplement, c'est de ouvrir différents onglets et aller voir ce que disent d'autres personnes sur Internet, d'autres médias, d'autres journalistes. Donc, que disent les autres personnes par rapport à l'histoire qu'on est en train de lire ou par rapport aux médias qu'on vient de découvrir. Donc, c'est juste d'aller voir ailleurs sur Internet et c'est très simple. Camille. Oui, voilà. Donc, CTRL-F, c'est ça, c'est la lecture latérale que nous, on a divisé en trois compétences qu'on peut développer, les jeunes peuvent facilement développer. Donc, on va regarder la source, donc le média en question. On va regarder l'affirmation parce que souvent, on entend des affirmations, on voit des affirmations en ligne, mais bon, on ne sait pas nécessairement d'où ça provient, qui l'a dit, qui l'a écrit. Donc, on peut vérifier simplement l'affirmation ou on peut aller retrouver la source originale parce qu'un autre problème en ligne que vous doutez bien qui arrive, c'est que souvent, des histoires ou quelques parties d'histoires, de nouvelles vont être reprises, mais mis dans un contexte complètement différent. Et donc, ça va juste changer absolument la signification de ce qui a été dit dès le départ. Donc, c'est un peu comme le jeu du téléphone. Il faut revenir au début à ce qui a été dit dans le contexte original. On va vous montrer quelques techniques simples pour y arriver. Alors, Camille, passer peut-être à la première. Ah oui, donc juste dans ce programme CTRL-F, on va vous partager le lien. Donc, c'est un site web où on a vraiment
créer des ressources pour vos élèves et vous pouvez suivre avec vos élèves. Tout est en ligne. Il y a des Google Forms. On va mettre aussi des Microsoft Forms. Donc, les élèves peuvent répondre, faire des exemples en ligne directement et vous pouvez les guider donc avec un peu avec en connaissant bien ces techniques, puis bien les guider le temps qu'ils se pratiquent à vérifier les informations en ligne. Pardon. Le premier module de ce programme, c'est l'introduction qui est tout simplement de faire découvrir aux jeunes aussi l'ampleur du problème. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de vérifier les informations? Pourquoi c'est important d'être attentif à ce qu'on voit en ligne? Et merci Camille pour partager le lien. Bon, j'ai peut-être pas besoin d'y aller en longueur ici. On l'a vu avec la pandémie, avec la COVID, par exemple, à quel point les informations et la désinformation c'est juste répandu en ligne et les impacts que ça a eu sur plusieurs personnes. On le voit avec la guerre, on voit avec vraiment tout. Maintenant, avec les élections qui arrivent, on va en voir encore une fois l'ampleur de la désinformation. Aux États-Unis, ça a été très problématique. Donc, il y a beaucoup de raisons de savoir comment bien s'informer en ligne. Donc, on peut passer rapidement à la première. Camille, est-ce que tu veux présenter? Ça marche. Donc, notre première compétence qu'on présente, comme expliqué Dana, c'était vérifier la source. Donc, en fait, c'est simplement se renseigner sur la source qu'on consulte. Un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure quand on vous a montré l'Indépendant et François. Parfois, on nous envoie des liens ou on tombe sur des articles de médias que l'on ne connaît absolument pas et on ne sait pas si on peut s'y fier ou pas. On a parfois traditionnellement tendance, c'est ce que Dana a expliqué avec la lecture verticale, à se contenter de regarder l'aspect du site et à se dire c'est un site qui a l'air fiable, comme l'Indépendant et François en fait peuvent avoir l'air fiable. En fait, c'est très facile aujourd'hui de ressembler à un site internet fiable. Donc, on vous recommande et on vous conseille, en fait, on propose aux élèves comme première compétence de vérifier la source, peu importe que ça ait l'air fiable ou que ça n'ait pas l'air fiable. Pour ce faire, une astuce qui fonctionne très bien, c'est utiliser Wikipédia. Donc là, rapidement, si vous voulez dire dans le chat si vous faites confiance à Wikipédia ou pas, si vous seriez prêt à recommander à vos élèves l'utilisation de Wikipédia, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, comme ça on pourra rapidement en discuter ensemble avant de vous présenter l'astuce. Donc, je vous laisse un petit moment pour nous dire dans le chat, est-ce que vous utiliseriez Wikipédia en classe avec vos élèves, de prime abord, avant qu'on explique l'astuce. Camille, vu qu'il est presque 10h50, peut-être montrer l'astuce, puis on répondra aux inquiétudes ou aux questions au fur et à mesure que ça rentre. Ok, pas de problème. Mais on a encore 40 minutes, hein, 42, c'est ça? C'est jusqu'à 30. Oui, désolée, ok. Non, alors prenez votre alors, ok. Donc, on peut utiliser Wikipédia, mais pas juste Wikipédia. Si je comprends bien. Ok, c'est un très bon point. Mais effectivement, je vais faire comme ce que Dana a dit. On va montrer l'astuce, puis après, peut-être qu'on en rediscutera ensemble, parce que probablement que quand vous allez voir l'astuce, vous allez vous dire, ah oui, effectivement, pour ça, on peut l'utiliser. Donc, je vais passer à la slide suivante et vous montrer un premier exemple de comment on utilise l'astuce Wikipédia. Donc, juste parce que je pense que je ne l'ai pas dit, on va utiliser l'astuce Wikipédia pour vérifier ce que disent d'autres sources sur la source qu'on consulte. Donc, voir quelle est un peu l'opinion sur la source qu'on consulte. Donc, juste ici, vous me suivez, oui. Donc, on a un article de l'IRIS qui dit, en headline, les résidences pour aînés, en titre de page, les résidences pour aînés au Québec, portrait d'une industrie milliardaire. Le Québec se trouve à la croisée des chemins en matière d'hébergement des personnes âgées. Donc, la thèse de cet article, c'est à l'heure où une révision en profondeur d'un modèle d'hébergement québécois s'impose, nous proposons de brosser un portrait économique d'une des plus grandes chaînes de RPA et d'analyse
et d'analyser le rôle joué par l'État dans l'essor fulgurant de ces entreprises de plus en plus financiarisées. Donc l'idée, c'est que les résidences pour personnes âgées, c'est une industrie milliardaire, donc qui se fait beaucoup d'argent. Est-ce que je peux me fier à l'IRIS pour consulter un article sur les résidences pour aînés au Québec? Est-ce que c'est une source fiable pour parler de ce sujet-là? Est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais à mes élèves? Est-ce que mes élèves peuvent utiliser l'IRIS? Pour savoir, ce qu'on va faire, on va utiliser cette astuce Wikipédia qui consiste en fait à prendre l'URL source. Donc j'enlève tout ce qu'il y a après le .ca et tout ce qu'il y a avant l'IRIS et j'ajoute le terme Wikipédia. Voilà. Donc, je tombe sur, en premier, l'article Wikipédia sur l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Ici, j'apprends, donc, dès le premier paragraphe de présentation globale, que l'IRIS, c'est un organisme sans but lucratif québécois, indépendant, qui vise le financement et la diffusion de recherche et d'information socio-économique, qui a été fondé en 2000, qui est basé à Montréal et qui se positionne contre le néolibéralisme et pour un équilibre entre l'intérêt collectif et la liberté individuelle. Donc, il y a 16 chercheurs et chercheuses, une vingtaine de chercheurs associés, et ils participent au débat public grâce à son blog. On apprend notamment qu'ils ont un partenariat avec le Journal de Montréal et que leurs recherches sont publiées 2 fois par semaine. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on apprend sur l'IRIS. Est-ce que ça nous dit si c'est fiable ou pas? Qu'est-ce qui pourrait me dire que c'est fiable? Il y a 16 chercheurs et chercheuses, une vingtaine de chercheurs associés en plus. Ils ont un partenariat avec le Journal de Montréal, que vous connaissez probablement. Donc, ils sont quand même reconnus par leur pairs. Et il a été fondé dans les années 2000, donc c'est quand même quelque chose qui a plusieurs années déjà. Par contre, j'apprends également qu'il se positionne contre le néolibéralisme. Qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que ça veut dire que c'est une source qui n'est pas fiable? Est-ce que... Ouais, peut-être dans le chat, s'il y a quelqu'un qui dirait, qui dirait à leurs élèves de ne pas se fier à l'IRIS parce que justement, ils sont de gauche. Est-ce que vous pouvez le dire? On va en discuter. Parce que c'est clair qu'ils ont un biais, disons, ils se positionnent sur l'échiquier politique. C'est très clair qu'ils ont un biais dans ce sens. Mais est-ce que c'est assez pour, disons, éviter d'utiliser l'IRIS? Alors, peut-être que certains le pensent, mais n'osent pas le dire. Mais bref, l'idée, pourquoi on voulait vous montrer cette source? Premièrement, avec l'astuce Wikipédia, juste à remarquer qu'en vraiment 30 secondes, Camille a pu trouver des informations pour lui donner une meilleure vue d'ensemble de c'est quoi l'IRIS. Donc, on ne connaît pas l'IRIS du fond en comble, on ne connaît pas les chercheurs nécessairement, mais on a quelques éléments qui peuvent nous guider, qui peuvent nous dire si, bon, est-ce qu'on continue à lire l'article qui est sur l'IRIS. Il y a des éléments qui nous disent que c'est fiable. Par exemple, c'est un organisme à but non lucratif, ils ont un partenariat avec un média reconnu, ils ont des chercheurs professionnels. Mais ici aussi, pourquoi c'est intéressant, c'est qu'il y a un biais et souvent, on a tendance à pas dire avoir peur, mais de se méfier de tous les médias qu'on considère qui ont un biais. Mais il faut aussi garder en tête que avoir un biais, c'est pas exactement la même chose qu'avoir une mauvaise intention. Donc, une des choses qu'on va voir avec le programme Contrôle-F et donc avec la vérification des faits, c'est de comment est-ce qu'on peut savoir et comment faire la différence entre un média qui a des mauvaises intentions, donc l'intention de vous tromper, de vous mener en erreur de tout ça, et un média qui a un biais, parce que on sait tous, là, on est tous humains, les journalistes ont
aussi des êtres humains, ils ont leur propre biais, leur propre jugement. Il y a des médias qui se positionnent ouvertement sur l'échiquier politique, plus vers la droite, plus vers la gauche, mais c'est pas pour autant qu'ils ont une mauvaise intention. Donc, les risques ici semblent vouloir nous informer de quelque chose. Leur but à la base, ce n'est pas de nous dire des mensonges, ce n'est pas de fabriquer des faits, c'est vraiment de nous renseigner sur quelque chose. Mais oui, il faut quand même garder en tête que il se positionne à gauche. Mais juste dire que c'est pas à éviter à tout compte. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on regarde les médias en ligne, mais aussi les médias plus traditionnels, les journaux. Toujours l'idée de c'est quoi l'intention derrière la personne qui a écrit cet article ou cette publication. Donc, voilà. Et vous avez vu Wikipédia, bon, comme Lisanne et Émilie le disent, c'est peut-être pas c'est pas la place pour c'est peut-être pas la bonne référence si on veut écrire un travail de recherche. On va pas écrire Wikipédia comme référence, mais c'est une bonne place pour débuter. Souvent, si on connaît pas le sujet, si on connaît pas un média, et nous pour ce que nous on a besoin ici, c'est de juste vérifier quelque chose rapidement, parce que il faut aussi être réaliste. On ne peut pas naviguer sur Internet, bien s'informer sur Internet et faire des recherches en profondeur à chaque fois qu'on tombe sur un média ou une publication qu'on ne connaît pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations dans un temps très court pour vraiment développer cette habitude de vérifier. Parce que si c'est trop long, c'est pas juste les élèves qui vont pas vérifier. Je crois que aussi nous, les adultes, on va éviter de le faire parce que bon, on veut pas s'aventurer dans des grosses recherches à chaque fois qu'on regarde notre fil d'actualité, Facebook, Instagram, etc. Donc, juste garder ça en tête aussi. Camille, je sais pas si tu aurais autre chose à rajouter. Non, je pense que tu as tout dit. Donc, on peut peut-être passer à l'astuce suivante, à moins que quelqu'un ait une question. Oui, n'hésitez pas. En attendant qu'une question se manifeste, je vais passer à la suite, mais vraiment, n'hésitez pas à nous interpeller dans le chat si nécessaire. Donc, la compétence numéro 2, c'est vérifier l'affirmation. Parfois, on reçoit on voit juste un commentaire sur Internet, on entend un de nos proches dire quelque chose, on est interpellé par une information, mais on n'a pas la source à proprement parler. On ne sait pas d'où vient cette nouvelle. Ou bien, on ne trouve aucune information sur la source avec l'astuce Wikipédia. Et donc, on ne sait pas vraiment comment vérifier si la nouvelle est vraie ou fausse. Dans ce cas-là, plutôt que vérifier la provenance de la nouvelle, on peut vérifier l'affirmation en tant que telle. La méthode, ça va être utiliser les mots-clés dans un moteur de recherche afin de savoir ce qu'en disent d'autres sources. On a aussi les vérificateurs d'informations professionnelles. On en a mis quelques-uns juste ici, qui, quand une information est virale, devient virale sur Internet et fait beaucoup parler d'elle, vont généralement prendre la peine d'enquêter sur cette information-là. C'est vraiment des professionnels de la vérification des faits. Donc, ça peut être très intéressant de se diriger ou de conseiller ces ressources-là à vos élèves aussi. Il y en a vraiment plusieurs, vous en connaissez peut-être certains. Il y a les décrypteurs de Radio-Canada. Il y en a en anglais, il y a l'AFP Factuel, les détecteurs de rumeurs de l'agence Science Presse, les décodeurs et plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à consulter ça. Mais pour commencer, on va vous montrer comment utiliser la vérification de l'affirmation. Donc, nous avons ici cette nouvelle. C'est un article Facebook avec une photo d'Arnold Schwarzenegger en dessous de cette statue de lui-même. Et l'article, donc on vous a résumé les informations importantes qui sont dites dans cette petite texte juste ici, que Arnold Schwarzenegger a été retrouvé contraint de dormir dans la rue, désargenté, après avoir été rejeté par un hôtel
à qui appartiendrait la statue. Donc, un hôtel aurait été propriétaire de cette statue. Arnold aurait essayé de dormir dans cet hôtel et n'ayant pas assez d'argent, il a été rejeté par l'hôtel. Il a été contraint de dormir dans un sac de couchage devant la statue. Donc, voilà, selon cet utilisateur de Facebook, c'est une information qui fait réfléchir, qui est à méditer. Et si on voit ça, ben, on n'a pas la source, mais on a cette photo qui nous fait un peu dire quand même, bah, ça a l'air vrai parce qu'il y a une photo. Mais c'est tout de même à vérifier. Donc, comment on fait? Je vais quitter le plein écran et je vais faire une recherche par mot-clé. Donc, je vais juste copier ça, le mettre ici et sélectionner les mots-clés. Donc, dormir dans la rue, ça paraît être important. Hôtel et statue. Voilà. Et ici, donc, premier article sur lequel je tombe, c'est un article de Factuel de l'AFP, donc un des vérificateurs d'informations professionnelles dont je vous parlais justement, qui dément cette affirmation. Donc non, Arnold Schwarzenegger n'a pas dormi dans la rue après avoir été rejeté dans un hôtel. Donc cette photo, elle a quand même été partagée 80 000 fois. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand une photo ou quelque chose est viral, souvent, les vérificateurs d'informations comme l'AFP Factuel vont vérifier. Et j'essaie de retrouver l'information pertinente. Vous pouvez bien sûr lire l'article en entier si vous le souhaitez. Je vais vous l'envoyer après. Mais ce que ça dit, c'est que l'acteur américain l'a posté sur son compte Instagram certifié. Donc, c'est lui-même qui l'a posté. Avec la légende « Comme les temps ont changé ». Donc, il invitait les gens à effectivement croire qu'il avait dormi dans la rue en bas de sa statue, mais en réalité, c'était une blague. « How times have changed ». Voilà, donc selon People, la photo a été prise au pied de la statue érigée à l'honneur de Schwarzenegger devant le centre des congrès du Greater Columbus. Dans l'État d'Amérique de l'Ohio, sur Google Maps, on retrouve en effet une statue qui correspond en tout point à celle devant l'ancienne responsable politique a été prise en photo. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit de plus? J'aimerais juste vous trouver là où ça dit que c'est une blague. Non, c'est pas. Bon, c'est pas. Je vais vous envoyer l'article. Si on lit l'article, on découvre que c'est une blague. Voilà. Oui. Donc, je vais revenir au diaporama. Voilà, donc de cette façon, très rapidement, en quelques clics seulement, on a pu découvrir qu'effectivement, cette information était trompeuse. Aussi, si on ne trouve rien qui corrobore une information qui nous paraît vraiment, vraiment douteuse, on peut se dire que dans ce cas-là, c'est probablement qu'effectivement, ce n'est pas vrai. Parce que généralement, quand il y a des informations qui sont controversée, on va en parler en ligne. Oui. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Anna? Oui, ben, peut-être, tu l'as dit, mais juste quand Camille a ouvert un autre onglet pour voir ce que d'autres sources plus fiables pourraient dire sur cette histoire, bon, elle a cliqué sur l'AFP parce que nous, on connaît bien l'AFP, on leur fait confiance, mais si c'est des sources que, encore une fois, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas sûr de leur fiabilité, eh bien, on peut toujours combiner les différentes techniques. Donc, on aurait pu aller regarder sur Wikipédia un peu c'est quoi la réputation de l'AFP, qu'est-ce que les autres en disent. Et ensuite, si on se sent à l'aise, aller voir l'article de l'AFP. Donc, on peut toujours combiner ces différentes techniques quand on tombe sur des choses qu'on ne connaît pas du tout. Alors, on arrive au jeu du téléphone ici. Donc, je vais peut-être commencer rapidement. Donc, retrouver la source originale, c'est pas juste une technique. C'est une série de techniques très, très, très rapides
Mais c'est, encore une fois, c'est juste de retrouver le contexte original de l'information ou de la photo. Souvent, c'est des images, je vais dire très souvent, c'est des images qui ont été reprises, qui ont été mis avec un article ou quelques mots qui changent complètement donc le sens de ce que l'image voulait représenter dès le début. Mais aussi, il faut regarder d'autres petites, disons, informations comme la date qu'un article ou une information a été publiée. Ça, c'est très important parce qu'on sait que les choses évoluent au fil du temps. Donc, quelque chose qui a été vrai peut-être il y a 10 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Et peut-être, Camille, tu peux passer à... Oui. Oui, OK. Donc, la date, c'est ça. La recherche d'images inversée, on va la faire avec vous. Cliquez, trouver. Ça, simplement, c'est comme vous savez, sur les fils de l'actualité, on a souvent des gros titres. On voit souvent les gens réagir aux titres sur Facebook, sur Instagram. Mais on ne prend pas toujours le temps de lire ce que l'article en question dit. Donc, ça peut être trompeur, souvent juste en lisant le titre et si on ne clique pas sur l'article en question pour voir de ce qu'il s'agit, on peut facilement être induit en erreur. On peut partager des gros titres qui nous font, disons, qui amènent une émotion, qui nous mettent en colère, qui nous rend triste. On peut la partager rapidement parce que, justement, on a des grandes émotions qui surgissent, mais il faut prendre le temps de cliquer, de lire ce qu'il s'agit. C'est très simple, c'est juste souvent, on ne le fait pas, on voit très souvent. Et finalement, la recherche CTRL-F, ça, c'est plus pour vous aider, vous voyez vos jeunes, donc à trouver des mots quand on est sur une page, sur Internet, sur un article, puis on veut juste savoir ce qui est dit sur une chose en particulier, simplement CTRL-F ou commande F si on est sur Mac pour trouver le mot clé qu'on cherche rapidement. C'est juste une petite technique qui nous permet de sauver un peu de temps. Camille, peut-être tu peux me montrer la recherche d'image inversée. Je suis sûre que peut-être plusieurs d'entre vous savent déjà comment ça fonctionne, mais on va la faire quand même parce que c'est très important de pouvoir retrouver des images sur Internet et savoir d'où les histoires sont parties avant de partager. Donc, oui. Alors, on a cet article, je vais l'ouvrir tout de suite, qui dit qu'au Guatemala, un pizzaiolo fait cuire ses pizzas sur un volcan. On a une photo en preuve, et donc on apprend qu'un volcan qui est toujours en activité, qui est très actif, qui a fait une éruption en 2021, est utilisé par des Guatémaliens pour faire des pizzas sur la lave. Donc c'est assez intéressant, ça interpelle, et on a une photo en preuve. Donc, moi, ce site Casa Pizza, je ne suis pas certaine que je peux lui faire confiance. Je sais pas si, je pense pas que, enfin, ça me paraît pas être le média le plus fiable de l'histoire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique droit ici et je fais rechercher l'image avec Google Lens. Donc, vous étiez peut-être habitué, ça a changé récemment dans les derniers mois, à effectivement la recherche d'images inversées. Maintenant, avec le moteur de recherche Google Chrome, avec le navigateur Google Chrome, pardon, on a cette option de faire la recherche avec Google Lens. Donc, je clique ici. Il y a donc une petite fenêtre à droite qui s'ouvre. Là, je clique sur « Voir la source de l'image ». Donc, c'est une étape importante. Et en fait, je vais tomber sur des articles qui ont partagé la même image. Alors là, on a Radio-Canada, qui est un média fiable et reconnu du Canada, qui partage la même information sur sur Mordu, en fait, qui est comme la branche culinaire de Radio-Canada. Et effectivement, on apprend qu'une pizza cuite sur la lave d'un volcan en éruption. Donc, une coulée de lave incandescente se déplace lentement et la chaleur des roches fait cuire la croûte d'une pizza déposée sur une plaque. La pizza Pacaya de David Garcia, du nom du volcan au sud du Guatemala, où il a installé sa cuisine improvisée, fait la plus grande joie des touristes. Donc, effectivement, c'est vrai. Il existe vraiment une pizza qui est cuite sur lave au Guatemala. Voilà. Encore une fois, ça a été trouvé très rapidement.
Si jamais vous n'avez pas le moteur de recherche, enfin le navigateur Google Chrome, il y a une autre façon de faire la même recherche. Donc, je peux tourner ici, je peux copier l'adresse de l'image, juste ici, aller sur Google Recherche. Voilà. Donc là, je fais image en haut à droite et je peux rentrer l'image et pareil, je vais pouvoir retrouver des articles. Ah, non, là, ça n'a pas fonctionné. Voilà, coller l'image du lien. Et là, je vais retomber sur la même chose. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ces différentes étapes. Je peux les refaire plus lentement si vous désirez, si vous ne connaissez pas la technique. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible, même sans avoir Google Chrome comme navigateur. C'est évidemment plus rapide avec Google Chrome, mais c'est très efficace aussi en se rendant simplement sur Google Images ou bien TinEye, comme le propose Dana dans le chat. Voilà. Donc, je vais retourner à la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur la recherche d'images inversée? N'hésitez pas si c'est le cas. Parce qu'on va un petit peu rapidement, étant donné qu'il ne reste que 20 minutes et qu'on aimerait pouvoir continuer à vous présenter les différentes techniques. Mais vraiment, s'il y a quelque chose sur lequel vous voulez qu'on s'arrête, n'hésitez pas. Je vais continuer en attendant avec un exemple de vérification de la date. Donc, ce que disait Dana tout à l'heure avec l'astuce cliquer, trouver, ça peut être important effectivement quand on voit notamment un article qui a été partagé plusieurs fois actuellement sur les réseaux sociaux. C'est cet article du Monde, enfin dans les dernières années, qui dit que le directeur de l'UNICEF de Bruxelles est arrêté pour pédophilie. Si cet article il est partagé en ligne et que je vois juste ce titre d'article, je vais forcément me dire que actuellement, le directeur de l'UNICEF de Bruxelles est arrêté pour pédophilie. Donc, ça pourrait quand même être une information qui est importante et qui me fait réagir et qui suscite des émotions fortes. Si je prends la peine de cliquer pour en savoir plus sur l'article, j'arrive juste ici sur la page, la page du Monde et je peux en lire un peu plus. Mais je vois très vite, notamment, que cet article il a été partagé le 20 juin 1987. Donc c'est un peu surprenant parce que en réalité, les articles n'étaient pas en ligne à cette époque, les médias étaient papier. Pourtant, en fait, il y a des archives qui sont diffusées en ligne. Donc, c'est important de savoir qu'il y a des articles qui peuvent être vraiment obsolètes. Mais ça arrive que ce ne soit pas parce que c'est sorti il y a 30 ans. Ça peut aussi être parce que, tout simplement, l'information, elle est sortie la semaine dernière et que les choses vont très, très vite. On l'a vu pendant la pandémie. Par exemple, les mesures sanitaires au début de la pandémie, elles ont changé très, très rapidement. Si je me fie à ce que j'ai lu il y a une semaine et que je pense que le couvre-feu est à 21h alors qu'en fait, il est à 18h depuis 3 jours, c'est quand même important de savoir qu'il faut cliquer, vérifier la date et être à jour quand on consulte l'actualité. Donc voilà pourquoi on conseille de toujours vérifier la date quand il y a une nouvelle qui est importante pour notre quotidien ou qui nous interpelle. Donc encore une fois, c'est une astuce vraiment simple. Quand on vous le dit, ça paraît évident, mais en fait, on ne pense pas toujours à le faire quand on est face à son ordinateur. Et surtout, c'est des choses dont on n'a pas encore parlé, mais il y a des nouvelles, comme par exemple l'accusation de pédophilie d'un directeur de l'UNICEF, qui vont venir nous chercher, qui vont susciter des émotions. Et quand on est dans nos émotions, on ne pense pas forcément à toutes les étapes de recherche rationnelle qu'on est supposé mettre en place. On a envie de réagir. Et en fait, l'avantage de toutes ces astuces qu'on vous donne, qui quand on vous les montre, des fois on peut se dire « Ah bah oui, make sense, enfin, ça fait du sens, je vais aller voir ce qu'en disent d'autres sources, évidemment. » Mais en fait, en vrai, quand on est sur Instagram, quand on est sur Facebook, même quand on lit les nouvelles, on ne le fait pas forcément à chaque fois. Et moi, ça m'arrive très souvent, même avec Dana, de pas être au courant de certaines choses ou de douter de certaines choses sans prendre la peine de vérifier. Et Dana va me dire « Bah oui, c'est vrai. » Non, pas du tout. Mais parce que même en travaillant là-dedans, je ne pense pas toujours à le faire et je n'ai pas le réflexe. Donc là, toutes ces techniques, ça vous permet de montrer et de donner ce réflexe-là à vos élèves. Voilà. Donc là, on a à peu près fait le tour des différentes techniques. Oui. Peut-être s'il y a une astuce, une technique que vous voudriez qu'on refasse avec un autre exemple, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat.
Sinon, on pourrait peut-être continuer, Camille, avec le reste. Je pense que l'étape suivante, ça va être de vous proposer, en fait, d'aller chercher par vous-même si finalement les médias qu'on a regardés en début de séance sont des ressources fiables ou pas. Donc, hop, je vais vous envoyer ça. C'est bon. Ah, okay. Vous avez le choix, alors. Oui, alors vous pouvez utiliser les techniques, quelles qu'elles soient, ici pour aller vérifier si les deux ou aucune de ces sources sont fiables. Et juste, vous pouvez le dire dans le chat, ce que vous avez trouvé comme information en ligne. On va vous donner 3-4 minutes. Alors, et Camille, entre-temps, on pourrait... Dis-moi. C'est très perturbant de ne pas vous voir et de ne pas savoir si vous êtes, là. C'est difficile. C'est difficile si on ne voit pas vos visages. Bon, OK, on peut attendre peut-être pour la reste. Est-ce que tu... Oui, parce que si je passe à la suite, je ne pense pas qu'ils auront l'occasion de se concentrer sur leur recherche. C'est bon, on attend. Je vais ouvrir les liens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire la recherche et qui a déjà eu des résultats ou... Alors, Karine. Alors, Karine qui a trouvé François n'est pas fiable. D'accord. Et Lisanne aussi, qui confirme ce n'est pas une bonne source. Bravo. Très bien. Peut-être que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Dana, je pourrais rapidement aller sur la page Wikipédia de François pour puis lire un peu. Ouais, c'est un exemple assez intéressant. Donc, on va vérifier la réputation de la source ici avec Wikipédia. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que effectivement, Karine et Lisanne, vous avez raison. François n'est pas une source fiable. Est-ce que tu veux que je lise, Dana, ces petites lignes? Oui. Donc, François est un ancien quotidien généraliste français créé en 1944 qui connaît son apogée dans les années 50. Il cesse d'être publié en version papier en 2011, puis réapparaît en version numérique de 2013 à 2019. Après que tous ces journalistes aient été licenciés en 2019, le site web publie sous le titre de François des contenus controversés en raison de leur aspect complotiste ainsi que des fausses informations. Donc en fait, c'est une sorte de journal déchu qui a pu être par le passé une ressource fiable, donc en fait, notamment dans les années 1950, mais qui a perdu ses financements à partir de 2011 et qui à ce moment-là est devenue en fait une source qui
qui a publié des fausses informations en ligne. Donc en plus, ce qui est très, très trompeur et qui peut être un peu un piège avec ce média-là, c'est qu'il a eu une bonne réputation pendant très longtemps. Donc les personnes qui l'ont connu dans des années 50 aux années 2000, qui l'ont consulté, en le voyant en ligne, ils pourraient ne pas avoir de signaux d'alarme et simplement se dire, ben oui, je vais continuer à le consulter, je le connais bien. Et bien en fait, finalement, non. Donc vous avez, Émilie aussi avait trouvé la bonne réponse, très bien. Donc on est ravis de voir que vous avez utilisé l'astuce Wikipédia, Émilie. Et je ne sais pas si vous aviez eu le temps de regarder pour l'indépendant. On va y aller très rapidement parce que pareil, c'est des exemples où on trouve la réponse assez facilement avec Wikipédia. Donc l'indépendant, c'est un journal quotidien régional français dont le siège se trouve à Perpignan et qui est diffusé principalement dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Donc c'est un média qui couvre les informations du sud-est de la France, du sud de la France et qui est effectivement une ressource fiable qui existe depuis 1815. C'est juste que c'est un petit média de faible envergure, donc qui couvre seulement une région qui n'est pas très connu, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se fier aux informations qu'ils partagent. Oui. Puis si on retourne à l'image qu'on avait montrée au début, donc juste si vous regardez par vous-même les deux sites, l'Indépendant et François, c'est impossible presque à dire qu'il y en a un qui est fiable, il y en a un qui n'est pas. Visuellement, il n'y a rien qui choque. Et même s'il y aurait quelque chose qui choque, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas assez pour dire que c'est fiable ou non. Parce que on est rendu, peut-être pas nous, Camille et moi, mais il y a des personnes qui sont très, très habiles à rendre des sites professionnels, mais qui ont juste zéro intention de vous informer. Donc, il faut faire très attention et vraiment aller avec la réputation des sources. Bon, après, juste peut-être, il faut le mentionner, en français, il y a plus qu'en anglais, parce qu'en anglais, il y a plus de pages Wikipédia. Ça peut arriver en français qu'on ne trouve pas de page Wikipédia qui parle de la source en question. Et ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une source qui n'est pas fiable. Ça peut simplement être une source qui est trop récente, qui n'a pas assez de public, peut-être qui ne s'est pas encore développé au point où quelqu'un a écrit un article Wikipédia. Ça existe. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, on vous dirait alors de peut-être aller trouver la même histoire, le même sujet, donc le thème qui vous intéresse sur d'autres médias qui sont reconnus comme étant fiables, si possible. Ça serait la chose à faire. Mais normalement, les médias qui sont bien connus ont tous des pages Wikipédia et à ce jour, c'est pas mal la seule place où on peut trouver, des informations d'un tiers parti sur le média parce que on ne veut pas entendre ce que le média a à dire sur lui-même. On veut entendre ce que d'autres en pensent. Et normalement, c'est Wikipédia qui est le seul qui va en parler. Donc, on va utiliser cette technique pour découvrir les informations. Camille, il nous reste quelques minutes. On pourrait peut-être parler très rapidement de l'étude et juste conclure sur ça. Donc, toutes les techniques qu'on vous a montrées aujourd'hui, donc Contrôle F, le programme Contrôle F, qui est vraiment pour les élèves. Secondaire, maintenant, on crée aussi un volet pour le primaire. Donc, tout ça, c'est en ligne. Et pourquoi on met l'emphase sur ces techniques? C'est parce que il y a eu des études. Civix a fait sa propre étude qui ont démontré justement que les techniques fonctionnent. Donc, que premièrement, les élèves qui prennent l'habitude de faire cette lecture latérale en ouvrant différents onglets, en s'informant ailleurs sur Internet, ont beaucoup plus de chances d'évaluer l'information comme étant fiable ou pas correctement. Justement que ces techniques en particulier fonctionnent bien. Donc, si on vérifie la source, si on vérifie l'affirmation, comme ça fonctionne généralement très bien.
Ici, il y a quelques données sur l'étude que Civics a faite l'année dernière auprès de plus de 2000 élèves partout au Canada. Et donc, on leur a fait des pré-tests. Donc, on leur a montré des exemples. On leur a demandé si c'est fiable ou pas, leur niveau de confiance et d'expliquer pourquoi ils pensaient que c'est fiable avant de faire le programme Contrôle F. Ils ont fait le programme. Après, on a fait des post-tests. On a fait 2 post-tests. Et voici un peu donc les données de tout ça. On a suivi les élèves au fil du temps pour voir si, en faisant les techniques, ça fonctionnait. Et vous voyez un peu, quelques données ici. Ah oui, donc par exemple, au début de Contrôle F, avant de faire le programme, beaucoup d'élèves disaient, telle affirmation, oui, c'est vrai, ça a l'air vrai. Donc, encore une fois, si on reste dans ça a l'air vrai, le site a l'air fiable, c'est très problématique. Et on a vu que après le programme, dans le post-test, les élèves qui donnaient les explications pour dire pourquoi ils pensaient que c'est fiable ou pas, expliquaient clairement que, eh bien, je suis allée vérifier ailleurs et j'ai appris que c'est fiable parce que ci ou ça, ou ce n'est pas fiable parce que ci ou ça. Et c'est ça vraiment qui est important. C'est pas juste de dire c'est bon ou pas, mais de l'explication. Donc, comment on est arrivé à cette réponse? On a démontré avec le post-test que les élèves ont été capables de bien vérifier et de dire, d'avoir la bonne réponse pour les bonnes raisons, finalement. Voilà. Est-ce que c'est bon, Camille? C'est bon pour l'étude? Oui, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, tout est beau pour moi. Juste rajouter aussi que les enseignants et enseignantes ont généralement presque tous les enseignants et enseignantes ont apprécié le programme et ont affirmé que ça avait changé leur approche de l'enseignement de la littératie numérique. Également que ça leur avait donné davantage confiance à enseigner la littératie numérique et l'évaluation des sources dans leur salle de classe et qu'ils ont l'intention d'utiliser à nouveau le matériel Contrôle F. Je vais juste vous donner le lien du rapport si vous voulez en apprendre davantage et juste vous montrer rapidement comment, donc il reste 3 minutes, comment vous pouvez faire pour avoir accès à nos ressources si vous voulez également les utiliser dans votre classe. Donc là, moi, je suis connectée, je vais me déconnecter. Pour avoir accès à l'ensemble de nos ressources, il faut que vous créiez un compte en ligne. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur « S'inscrire ». C'est gratuit et ensuite, vous avez accès à toutes nos ressources. Donc, quand je suis connectée, je vais rapidement me connecter. J'ai ensuite… Ah. Ça, c'est pas… Ça fait pas partie de la présentation. Ouais, mais attendez. Bref, voilà. Normalement, ça fonctionne. Et on a accès aux ressources. Voilà. Donc, ici, j'ai accès aux ressources. On a toutes les leçons ici. Donc, 1, 2, 3, 4 qu'on vous a présenté. 2, 3, 4, c'est les différents types de techniques que nous avons montrées. Vous avez accès aux pré-tests et aux post-tests si vous voulez évaluer vos élèves. Et vous avez des documents de soutien pour vous aider à utiliser les ressources. On a aussi tout un tas de vidéos qui vont être plus interactives pour les élèves, qui vont vous aider à partager et à présenter les astuces avec les élèves. Je parle vraiment vite parce qu'il me reste 2 minutes. Et si vous avez des collègues qui sont intéressés par nos ressources et qui aimeraient également s'informer là-dessus, on propose des ateliers souvent et vous allez pouvoir… Donc ça, c'est les dates des derniers ateliers de printemps. Mais on va bientôt proposer ceux de la rentrée. Donc, vous aurez également des ateliers ici que vous pouvez proposer à vos collègues. Je vous remets juste le lien pour les ressources. Donc, n'oubliez pas que pour y accéder, il faut juste vous inscrire d'abord, que c'est gratuit, ça n'engage à rien, mais que quand on fait des mises à jour, vous allez être mis au courant. Donc, voilà pour nos ressources d'éducation aux médias. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis Maria et Karine, ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre retour et surtout merci pour votre participation à toutes et à toutes aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. Puis je pense que vous avez une grosse journée de formation. J'ai vu qu'il y avait plein de choses vraiment chouettes à voir aujourd'hui. Donc profitez bien de votre journée. Profitez, merci d'être là. Et bonne conférence. Ah oui. Si jamais vous voulez nous contacter et que vous avez d'autres questions, je vais juste vous donner notre adresse courriel. Donc, c'est
Salut. Hâte. Je l'ai mis. Contrôle. Ah, tu l'as mis? Je crois. Ok. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Ah, merci Gabrielle. Merci.